Bonjour à tous les trois, merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Petite question déjà pour Alexandra. La semaine dernière, c'était Black Friday. Comment ça va? On vous imagine sur le pied de guerre durant, c'est même plus une journée, c'est plusieurs jours. Est-ce que justement, sur l'activité de la régie, vous avez vu un gros changement par rapport au Black Friday de 2020 par exemple? Alors c'est plus aujourd'hui un décalage entre guillemets un petit peu des achats de Noël. Il y a une anticipation entre guillemets des achats de Noël qui est associée à l'opportunité de Black Friday, à l'opportunité commerciale, et donc ça se retranscrit en fait sur une période un petit peu plus longue, d'achat de Noël. Alors on a été très contents de cette édition 2021 et on espère que ça va continuer dans les semaines à venir, pour offrir une belle fin d'année à l'univers de la distribution et notamment au e-commerce. Ok, alors le sujet de cette table ronde, c'est le retail média, et s'il y a bien une société qui est aujourd'hui symbolique de cette croissance du retail média, c'est Criteo, Geoffroy. Vous êtes aujourd'hui devenu une retail média plateforme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès, la croissance de ce secteur-là? Oui, merci Nicolas. Peut-être qu'on pourrait commencer par une petite définition du retail média. Oui. Donc, comme vous le savez sans doute, dans sa forme la plus simple, le retail média, c'est le placement de publicité payée par les annonceurs sur les propriétés, soit online, soit offline, soit sur les apps, des retailers, des enseignes. Et en fait, on aime bien appeler ça chez Criteo la nouvelle frontière de la tech, parce que c'est quelque chose qui crée un cercle virtueux où les trois membres de l'écosystème de la tech, c'est-à-dire les annonceurs, les enseignes et finalement la consommatrice et le consommateur, ont un bénéfice sur cette proposition de valeur. Pour les marques comme Whirlpool, elles ont accès à la consommatrice, au consommateur, au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où il y a une intention d'achat. En plus de ça, il y a moyen d'avoir accès aux données first party des enseignes qui leur permettent de mesurer la performance. Pour les enseignes, ça leur permet de monétiser et d'avoir un meilleur rapport avec les annonceurs et de généraliser et de générer une source de revenus à très forte marge, à très forte valeur ajoutée. Finalement, pour la consommatrice et le consommateur, ça leur permet d'avoir au meilleur moment la meilleure pub, sans doute avec la meilleure offre, sans doute avec le meilleur prix, au moment où elle et il veulent acheter. Donc en fait, quand vous réfléchissez, pour moi, c'est la seule proposition de valeur où les trois éléments de l'écosystème en bénéficient. Et ce qu'on a très bien vu, notamment lors du saut quantique qui a été fait lors de Covid, où on a vu un afflux massif des budgets de pub des annonceurs vers l'online et encore plus vers le retail média. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il n'y avait plus de trafic dans les magasins. Il y avait la pub à la télé ne marchait plus trop. Donc les annonceurs sont allés sur le retail media, se sont rendus compte que c'était quelque chose qui leur permettait vraiment de cibler au plus près, d'avoir des meilleurs résultats. Et donc maintenant, il y a une ruée d'une certaine façon vers le retail media. Il y a un effet d'opportunité quand les magasins physiques étaient fermés. Du coup, aujourd'hui, la croissance, elle vient encore du physique, ou les budgets, ils affluent du physique, c'est un transfert des budgets du physique vers le retail media, ou c'est par exemple des budgets digitaux qui pouvaient être par le passé consacrés à du display plus traditionnel qui vont vers le retail média? C'est quoi qui constitue aujourd'hui la croissance du marché? Alors il y a trois effets. La croissance normale de l'e-commerce de toute façon, qui est autour de 20% d'après eMarketer. Ensuite de ça, la migration des budgets, aussi bien trade que média que performance d'ailleurs. C'est pas uniquement du trade le retail média. Des budgets traditionnels, que ce soit la télé, que ce soit le out of home, que ce soit la pub dans le métro, qui vient ensuite vers le digital. Et finalement, la migration de certains budgets qui avant étaient faits sur les réseaux sociaux ou sur des choses qui sont plus haut dans le funnel, vers le retail média, parce que les annonceurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir des meilleures performances à un très gros effet aussi d'amplification. Une question pour Anne, le retail média, c'est un sujet depuis quand pour Whirlpool? Est-ce que vous avez attendu le Covid par opportunité pour aller là-dessus, ou vous y étiez déjà présent? Non, alors le retail média, c'est un véritable enjeu pour le groupe Whirlpool. On a su multiplier par 5 nos investissements en l'espace de 3 ans, donc ce qui est énorme. On n'a pas attendu le Covid pour se positionner sur des leviers digitaux. Aujourd'hui, on intègre le retail média systématiquement dans l'ensemble de nos campagnes de communication.
que ce soit de grosses campagnes médias d'envergure comme on a là en ce moment en télé sur le lavage, ou sur des lancements de produits précis avec des enseignes ou des partenariats avec certains lessiviers. On a vraiment pour but d'activer tout au long du parcours d'achat du consommateur, et le retail média nous permet d'activer le bas de funnel à merveille pour être, comme le disait Geoffroy, au bon endroit, au bon moment et avec la bonne offre. Le but, c'est vraiment de pouvoir convertir. Aujourd'hui, le groupe Whirlpool investit dans le retail média en premier objectif de conversion. Plus de 50% de nos investissements retail média portent sur le retail search, et on active aujourd'hui en fil rouge avec certains partenaires toute l'année sur le retail search, et on voit que ça fonctionne vraiment très bien. Donc oui, c'est un véritable sujet. Le search, c'est du fil rouge, là où peut-être le display, c'est plus pour appuyer des temps forts commerciaux. Exactement, le display de manière plus ponctuelle et avec des partenariats avec d'autres marques. Et le retail search, vraiment d'un point de vue ROI, retour sur investissement, qui fonctionne très bien. J'ai vu qu'on faisait de la vidéo aussi maintenant en retail média. C'est un format que vous avez déjà testé qu'on n'a pas encore testé. On est en discussion notamment avec Riteo sur ce type de levier, et qu'on va peut-être l'année prochaine activer avec des partenaires de lessivier pour faire un peu plus de visibilité et pour monter un peu dans le funnel, certainement sur des nouveaux leviers l'année prochaine. On a vraiment, en gros, on est avide du test and learn chez Whirlpool, donc on aime chaque année tester de nouveaux leviers. On a chez Retailing, par exemple, 30% de nos investissements qui ont été portés cette année sur des nouveaux leviers. Et donc on a vraiment ces nouveaux leviers, quels sont-ils? On a du live shopping, on a de la DOH XXL, parce qu'aujourd'hui on n'a pas que du digital, on se porte aussi sur du magasin quand on parle de retail média. On a du local campaign en activant des partenariats avec Google. Voilà, plein de choses qu'on essaie de mettre en place pour tester, voir ce qui fonctionne plus ou moins et mettre le curseur au bon endroit pour toujours plus de performance. Ouais. Sur la vidéo, une petite question à Geoffroy. Vous avez lancé effectivement une feature un peu de shoppable ads, je crois, en vidéo. On pourrait penser que c'est un format peut-être plutôt intrusif quand on est dans une expérience d'achat. Ça marche quand même, en fait. Alors ça marche très bien. Une des beautés du retail média, c'est qu'en fait ça adresse le funnel complet. Ouais. En fait, nous, ce qu'on a vu, donc on a 2 offres de vidéo qui marchent très bien. Une on-site, à travers ce qu'on appelle le commerce display, qui est notre offre où on garantit les placements, et typiquement c'est en CPM. Et on a aussi une offre qu'on vient de lancer en vidéo, off-site. Off-site, c'est une partie du retail média, c'est en gros la moitié de la taille. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on travaille ensemble avec les annonceurs, avec les enseignes, pour trouver le bon placement au bon moment, en fait, la consommatrice et le consommateur apprécient ça, parce que le but et la beauté de solutions telles que la nôtre, Anne parlait de la search tout à l'heure, qui en fait, c'est le début du retail média, c'est les fameux produits sponsorisés qui ont été lancés par Amazon il y a plus de 10 ans. Et en fait, la beauté des formats de retail média, c'est que le but, c'est d'avoir, encore une fois, accès à la consommatrice et au consommateur au bon moment, mais avec des buts différents. Il y a des buts de prospection, il y a des buts de notoriété, il y a des buts de conversion. Et en fait, typiquement, la vidéo se fait plus au niveau de la notoriété, au niveau de la prospection. Et de la même manière, du coup, chez Retailing, en fait, vous êtes un partenaire des annonceurs sur l'ensemble du tunnel de conversion. Finalement, on va pas bosser avec vous uniquement parce qu'on a envie d'avoir un intentionniste qui est prêt à acheter un produit d'une marque dans lequel on opère. Oui, là-dessus, je rejoins totalement Geoffroy et Anne. Déjà, la définition du retail média, elle n'est pas que online, elle est aussi omnicanal, en tout cas pour les acteurs qui ont une offre omnicanal à porter. Donc, d'où la multiplicité de solutions de levier qu'on peut travailler avec certaines marques comme Whirlpool. Et puis, elle permet aujourd'hui de travailler autant la conversion que le haut de funnel. Et ça, je pense que c'est une modification aussi qui est venue de la part des consommateurs. Très clairement, c'est eux qui ont impulsé les audiences. Aujourd'hui, on le voit, les audiences e-commerce, elles sont très fortes. Elles sont exclusives par rapport à d'autres médias traditionnels, et c'est ce qui leur donne aussi une appétence à un travail haut de funnel différenciant. Nous, par exemple, chez Fnac Darty, sur nos sites, on a un quart de nos audiences qu'on ne retrouve pas sur les sites de presse, les plus gros sites de presse. Ils sont logués en plus. Ouais. Et on y reviendra, mais en effet, il y a cette notion de data aussi déterministe qui est intéressante pour les marques captives, mais qui est aussi intéressante pour les marques hors captives, parce que pour le coup, elles ont une valeur forte. Alors, on dit souvent que convertir les annonceurs au retail média, c'est aussi un gros chantier organisationnel, pour pas dire parfois un peu une usine à gaz. Comment est-ce que vous êtes structuré là-dessus chez Whirlpool ?
Alors on opère une vraie transformation digitale depuis quelques années, depuis 3 ans à peu près. Nous, la partie retail média, elle est partie intégrante du service de communication. On a été réorganisé en début d'année par famille de produits. Donc aujourd'hui, on est 2 personnes à gérer le retail média, quand jusqu'alors, il n'y avait qu'une seule personne. Et on a à cœur de collaborer au quotidien avec la direction produit et la direction commerciale. L'idée, c'est d'insuffler une véritable ADN digital au sein de l'entreprise, que l'équipe commerciale et les CAM soient capables aussi de parler du retail média, du trade marketing, de la régie à leurs interlocuteurs. Ça rentre en compte lors de négociations avec les acheteurs pour le référencement de nouveaux produits, etc. Donc, on a vraiment à cœur de véhiculer le digital au sein de l'entreprise, que ce soit via de la formation interne, mais aussi une organisation qui évolue et qui bouge en fonction du marché. On l'a vu, le retail média croît d'année en année, même de semestre en semestre. Et donc, on essaie d'être agile, de se réorganiser en permanence. On est en train de réfléchir aussi à comment se réorganiser pour 2022 et peut-être travailler plus en collaboration avec nos agences médias pour la gestion des budgets retail médias. Qu'est-ce qu'elles pourraient vous apporter, les agences médias, justement, dans cette perspective ? Alors, c'est quand même une grosse charge d'opérationnel. On en parlera tout à l'heure, mais il y a de plus en plus de plateformes qui naissent aujourd'hui de par les enseignes. Donc, de pouvoir passer la charge opérationnelle, le suivi quotidien des campagnes et optimisation par notre agence, mais de garder bien évidemment la partie décisionnelle. L'idée, c'est de prendre plus de temps pour analyser les résultats et de prendre des décisions de manière plus fine et plus rapide au quotidien. Alors vous avez évoqué ce changement, effectivement, historiquement, enfin, les 2-3 dernières années, le retail média, c'était du gré à gré, on passait par des équipes de régie qui géraient ça en manage. Là, on est dans l'ère de la plateformisation. Retailink a lancé sa plateforme en self-service. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce virage ? Est-ce que ça va apporter à la fois aux régies des retailers, mais aussi aux acheteurs ? Alors le virage entre guillemets, il vient de la demande des marques pour le coup. Hein, il est voilà très focusé là-dessus. Les marques elles ont une vraie envie de prise d'autonomie sur la partie retail média, de connaissance, de maîtrise et d'immédiateté en fait dans l'action. Et c'est ce qui concrètement nous a poussé à challenger un petit peu nos modèles, à ne pas proposer uniquement un modèle en manage, mais aussi en self ou en co-manage pour ceux qui le souhaiteraient, d'où le lancement de la plateforme MyRetailLink. Ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que l'attente des marques, elle est très focusée sur la partie aussi connaissance, insight. Pour le coup, en discutant beaucoup avec nos partenaires, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'avoir une meilleure maîtrise de l'écosystème du commerce, du retailer, de l'enseigne, pour mieux comprendre et mettre en place les stratégies efficaces en face de ces insights. Et donc, du coup, on a lancé une plateforme qui n'est pas juste une plateforme d'activation self-service publicitaire, mais qui est aussi une plateforme de partage d'insights avec nos partenaires. Pour quel use case concrètement ? Ce serait savoir quels produits se vendent le mieux ? Alors, le use case, en effet, c'est de connaître ses ventes, de voir les pain points potentiellement ou les références sur lesquelles on est moins bien positionné par rapport à la concurrence. C'est de pouvoir identifier des problématiques de rupture de stock, et on sait à quel point c'est important dans la mise en place de campagnes retail média. C'est de pouvoir aussi identifier réellement mon profil sur une référence type, mon profil client, et donc de pouvoir mettre en place des stratégies sur exposition sur certains profils ou de récupération de parts de marché. Enfin voilà, c'est toutes ces stratégies liées à la connaissance, la maîtrise de l'insight, parce que pour le coup, nous, on avait une conviction assez forte, c'est que je pense que dans le retail média aujourd'hui, on joue tous de notre volumétrie de data. On en a tous plus les uns que les autres. C'est ce qui est souvent vrai dans les discours. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est pas forcément le volume, c'est la capacité à pouvoir lire cette data, ces insights, et en pouvoir en tirer des enseignements et donc du coup des actions. Anne, vous n'avez pas testé la plateforme encore de retailing, si je ne dis pas de bêtises, mais vous en avez testé d'autres. Justement, est-ce que vous partagez cette opinion sur l'importance de l'insight ? Oui, totalement. Donc, on n'a pas encore testé MyRetailLink, mais ça ne serait tardé puisqu'on va l'intégrer l'année prochaine dans nos activations. On travaille au quotidien avec d'autres plateformes. Je suis totalement d'accord avec ce que disait Alexandra dans ce besoin d'immédiateté, donc de pouvoir connaître en temps réel les performances de nos campagnes, aussi le niveau, où on en est dans l'investissement, et de pouvoir optimiser au mieux au jour le jour.
Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, vraiment de pouvoir accéder à une mine d'or d'informations qui n'était pas forcément partagée auparavant par les enseignes, de mieux connaître nos consommateurs, d'avoir une granularité d'informations sur les ventes à la journée, au SKU, chose qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Et après, dans la mesure de pouvoir aller plus loin dans l'omnicanalité, de voir quel est l'impact des ventes en magasin sur une exposition digitale, chose que fait très bien Retailing. Et donc voilà, plein de data qui aujourd'hui sont vraiment très précieuses pour l'annonceur. Est-ce que vous avez besoin de vous former à ces outils? Est-ce que le développement de ces outils peut vous amener à chercher de nouvelles compétences pour vos équipes? Oui, du coup, au jour le jour, on se forme. Les équipes de chaque régie ou de chaque enseigne sont là pour former les équipes, que ce soit nous, Retail Média interne au Whirlpool, ou nos équipes agences médias qui pourront reprendre à terme les budgets. C'est une des nouveautés aussi côté régie, c'est que vous vous structurez pour adresser les besoins des agences médias. Aujourd'hui, vous avez des équipes dédiées pour les grandes agences. Oui, on a des équipes maintenant dédiées, en effet, ce qui est quand même assez nouveau pour adresser les structures spécialisées retail média dans les agences, d'où aussi la plateformisation qui était aussi une demande de ces partenaires-là. Et puis, c'est aussi des phases de structure, d'accompagnement, de formation, comme le décrivait Anne, qui sont importantes sur ces outils, et de partage d'expertise, parce que pour le coup, et je rejoins Anne, la transparence, ça n'a pas toujours été le maître mot des distributeurs. Aujourd'hui, il y a un vrai changement de mindset, de philosophie, de se dire que cette transparence, elle est vertueuse et que le partage, il va entraîner un cercle vertueux qui sera profitable à l'ensemble de l'écosystème, autant le consommateur que la marque et du coup également au distributeur. Geoffroy, une question pour vous. La plateforme de Criteo, est-ce que c'est une évidence de convertir les annonceurs à prendre en main cette plateforme, ou ça se fait plutôt par l'intermédiaire des agences médias? Oui, très bonne question, et ça me permet de rebondir sur ce dont on vient de discuter. En fait, il y a vraiment un besoin d'uniformisation, des outils utilisés aussi bien chez les enseignes que chez les annonceurs, que chez les marques. Et en fait, nous, je parlais tout à l'heure d'un écosystème vertueux. Le but de notre stratégie chez Criteo avec la Retail Media Platform, c'est de se placer au centre de cet écosystème vertueux d'une façon agnostique. Donc on a, comme vous le savez peut-être, plus de 50% des top 20 retailers dans le monde qui travaillent sur notre plateforme, soit en marque blanche, dans le cas de certains que je ne peux pas donner, soit dans le cas de Carrefour par exemple, où là nous faisons nous-mêmes la régie pour eux. Donc, ça c'est une spécificité française, vous me disiez? Non, on a aussi ce cas-là dans le monde entier. On parlera des spécificités françaises dans une minute. Et donc, en fait, ce qui est très très important, ce que ne veulent pas les annonceurs, ce que ne veulent pas les agences, c'est d'avoir une vingtaine de plateformes différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait au niveau de la programmatique, où maintenant ça a été consolidé sur 2 ou 3 plateformes. C'est ce qui va se passer avec le retail média. C'est ce qu'on voit, oui. Et en fait, nous, c'est vraiment ce qu'on a fait. On est au centre de ça. Pour vous donner des chiffres, 75% de nos utilisateurs sont en self-service sur les retail media plateformes. Et donc, comme vous parliez tout à l'heure, ça passe par du training, ça passe par l'université Criteo, ça passe par tout ça. Mais le but, c'est ensuite de pouvoir donner sur une seule plateforme accès au plus gros réseau d'enseignes possible pour les annonceurs. Parce que nos amis de Whirlpool, ils ne vendent pas uniquement chez Fnac Darty. Donc, pour eux, l'intérêt, c'est d'avoir le moins de partenaires possible pour pouvoir ensuite avoir une solution de retail média la plus holistique possible qui vont pouvoir leur donner le plus d'insight sur le plus gros footprint. Maintenant, pour les spécificités françaises, la France, en fait, c'est un pays qui a commencé très tôt dans le retail média. Les pionniers, évidemment, ça a été les États-Unis avec Amazon. Très souvent, l'Angleterre suit derrière. Mais eux, ils ont été vraiment très, très focalisés sur la search. Donc vraiment les produits sponsorisés classiques. Et en fait, en France, grâce notamment à des acteurs Storytel que nous avons achetés en 2018, il y a eu tout un focus sur des produits et des placements beaucoup plus avancés, donc les placements commerce display jusqu'à la vidéo. Et on a vu ça donc avec tous nos partenaires, dont Fnac Darty, Retail Link, focaliser beaucoup plus sur une expérience cliente qui va être plus riche, sur des créatifs qui vont être plus riches et sur des placements qui vont être beaucoup plus pensés, avec une interaction entre la marque,
l'enseigne et le prestataire de service, c'est-à-dire souvent nous, pour optimiser l'expérience client. Une question pour Anne. Geoffroy a dit que vous, ça ne vous intéressait pas forcément de bosser avec des dizaines et dizaines d'acteurs. Est-ce que vous confirmez que justement vous n'avez peut-être pas la bande passante pour travailler avec l'ensemble des retailers et qu'il va peut-être y avoir un enjeu de rationalisation des partenariats ou en tout cas de réunir certains inventaires pour vous faciliter l'opérationnel day-to-day? Alors l'idée, c'est pas de rationaliser les partenariats. On a aujourd'hui de bons partenariats dans l'écosystème retail français. Ça va plutôt être de pouvoir effectivement être plus efficace et d'harmoniser, peut-être aussi d'homogénéiser les plateformes pour que dans l'analyse de résultats derrière et dans la consolidation de reporting et de bilan, on puisse avoir des datas qui soient assez communes et pour qu'on puisse derrière toujours prendre des décisions de manière plus réfléchie et plus rapide. Donc ça va plutôt être, oui, si on devait se connecter sur une seule plateforme au lieu de se connecter sur 4 ou 5, ce serait forcément un plus et plus simple pour les annonceurs. Voilà, et dans la notion de mesure et de méthodologie de bilan, ça prend aussi son importance. Justement, aujourd'hui, les régies utilisent les mêmes méthodologies pour mesurer. Est-ce que c'est les mêmes fenêtres d'attribution ou il y a encore un peu d'hétérogénéité là-dessus? Alors, il y a encore quelques différences dans les fenêtres d'attribution, post-click, post-view, etc. C'est là où, effectivement, il y a une zone de progression de la part des régies et des enseignes pour peut-être s'aligner et qu'on puisse, nous, en tant qu'annonceurs, avoir une meilleure visibilité sur les performances. Aller plus loin aussi, peut-être dans les briques de recommandation, avoir une visibilité sur des ventes dédupliquées au levier. Enfin, voilà. En tout cas, dans la mesure, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer pour aller plus loin et pour faciliter la vie des annonceurs au quotidien. Ouais, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir que les régies retailers sont un peu des mini walled garden, un peu finalement pour des raisons de privacy notamment. Est-ce que vous, par exemple, Alexandra, vous avez aussi un enjeu peut-être de vous rapprocher de vos concurrents pour essayer d'harmoniser et tirer ce marché vers le haut, notamment sur le sujet de la mesure, par exemple? Alors oui, sur un certain nombre de sujets, on le fait déjà. On le fait déjà via les associations professionnelles, la MMA, l'IAB. Donc on participe aujourd'hui, on est acteur, on est membre depuis maintenant à peu près 2 ans de ces associations pour notamment travailler à l'harmonisation de la mesure sur l'univers du retail média. Ça fait partie des sujets auxquels on prend part. C'est aussi également, voilà, nous on a beaucoup d'autres sujets comme la partie live stream, comme l'ADOH, comme voilà tous ces sujets-là auquel on est acteur, moteur de l'harmonisation des mesures, de l'harmonisation de l'approche, parce que comme on parlait tout à l'heure, on l'évoquait sur la partie Insight, on est dans une démarche de transparence et d'ouverture face au marché, à l'écosystème. Est-ce que Criteo, qu'on présente parfois comme l'Amazon de l'open web, peut être un moteur justement pour contribuer à cette harmonisation ? Oui, c'est le but et je rejoins Alexandra. En fait, ce qui ne se passera pas, c'est les enseignes sont propriétaires de leurs données. Et il faut toujours faire attention aussi aux données privées des utilisateurs et s'assurer qu'on ne mélange pas tout ça dans un grand tout. Donc ça, pour moi, ça ne va pas évoluer. Les données Fnac Darty vont rester vraiment ségrégées, tout comme les données Carrefour, etc. Par contre, ce que nous faisons déjà, nous donnons aux annonceurs et aux agences, parce qu'une grosse partie en fait, du chiffre d'affaires passe par les agences. Chez Criteo, c'est en gros 70% du retail média passe à travers les agences. Et en fait, ce que nous permettons aux marques comme Whirlpool et aux agences de faire, c'est d'avoir les mêmes outils. Alors elles vont taper dans des données différentes, mais ensuite les outils vont être les mêmes. C'est-à-dire que Whirlpool, s'ils veulent voir leur campagne sur Retail Link ou s'ils veulent voir leur campagne sur Carrefour, on va avoir exactement la même fenêtre d'attribution, on va avoir exactement la même façon de mesurer, évidemment sur des données différentes, mais ça va leur permettre de comparer Apple to Apple. Et ça, on peut le faire uniquement quand on utilise la même plateforme. Ok, c'est malheureusement déjà le terme de cette table ronde. Merci à tous les trois pour le temps que vous nous avez accordé. Merci Nicolas. Merci à vous. Nicolas. Merci à tous.